Bonjour à tous et bienvenue pour ce live NFP, les Non-Farm Payroll. Ce sont les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre et nous nous retrouvons donc, il est 13h15 pour ce live NFP. Étant donné que cette semaine, on a une semaine de décalage avec les États-Unis, eh bien, les statistiques sont à 13h30 et non pas 14h30 comme d'habitude. Et à partir de la semaine prochaine, on reviendra à un rythme plutôt normal. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble quels sont les chiffres attendus et leur impact potentiel. On va passer en revue des actifs impactés en live. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors, quels sont les chiffres attendus? On attend 175 000 créations d'emplois contre 156 000 précédemment. Le taux de chômage américain est attendu à 4,9% contre 5% précédemment. Et les salaires sont attendus en hausse de 0,3% contre 0,2% le mois dernier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces chiffres du chômage de ces derniers mois? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le rythme de création d'emplois reste élevé, puisque supérieur à 150 000 créations d'emplois. On peut dire que le taux de chômage est très bas aux États-Unis, il oscille entre 4,8 et 5% ces derniers mois. Quant aux salaires, ils sont en hausse la plupart du temps ces derniers mois, et cela plaide, donc tous ces chiffres-là, pour une potentielle hausse de taux aux États-Unis d'ici la fin de l'année 2016. Alors bien évidemment, il faut que vous gardiez en tête que ces chiffres du chômage sont très importants concernant la stratégie de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Si les chiffres du chômage sont en ligne ou supérieurs aux attentes, eh bien généralement ça plaide pour une hausse de taux qui pourrait intervenir au mois de décembre. Si les chiffres sont très mauvais, ça pourrait changer la donne. On pourrait ne pas avoir de hausse de taux d'ici la fin de l'année et ça changerait la donne sur le dollar américain. En théorie, un chiffre en ligne avec les attentes signifierait que le marché de l'emploi est robuste. C'est le scénario qui est défendu par la Fed. Un chiffre supérieur à 150 000 créations d'emplois est bon pour l'économie américaine et la politique monétaire actuelle de la Fed, donc qui est dans une normalisation des taux. Je vous dis cela car si nous avons uniquement 150 000 créations d'emplois, ce sera certes un chiffre inférieur aux attentes, mais ce sera un chiffre suffisant pour que la Fed considère le marché de l'emploi comme robuste et remonte ses taux en fin d'année. Attention au piège, la réaction première au chiffre peut s'inverser rapidement, c'est même souvent le cas, c'est-à-dire qu'on peut voir par exemple le CAC ou l'euro-dollar partir à la baisse avant de se retourner à la hausse, et un très mauvais chiffre impliquant un changement de cap de l'économie américaine pourrait effrayer, c'est-à-dire que un chiffre de par exemple seulement 50 000 créations d'emplois, on pourrait se dire que c'est une bonne chose pour les indices car la Fed pourrait décider de ne pas monter ses taux, mais ça montrerait un marché de l'emploi tellement faible que ça pourrait tout de même effrayer les opérateurs. Et puis nota bene, les créations d'emplois étaient en moyenne de 200 000 créations d'emplois sur 2014-2015, donc la donne change, on est plutôt autour de 150 000, 170 000 créations d'emplois ces derniers mois. Et une forte hausse des salaires serait quant à elle bien vue, tout comme les mois précédents, donc dans l'optique d'une hausse de taux d'ici la fin de l'année. On va voir ensemble donc l'évolution des CFD sur le S&P 500, sur le France 40, donc le CAC 40 en données 4 heures. Ici, je vous ai mis un exemple. Le but, en fait, si vous voulez, de regarder des graphiques en données 4 heures, c'est de pouvoir voir une réaction du marché, mais de ne faire attention qu'au seuil journalier d'importance. Donc vous voyez ici, c'est des graphiques que j'ai préparés en début de semaine. Le S&P 500 était à 2130 points, il n'est plus qu'à 2080 points. Le CAC 40 était sur les 4515 points et il est revenu sur sa zone basse dans la zone des 4370 points.
Donc voilà, le but de prendre ces graphiques en données 4 heures, ça vous permet d'avoir du recul, ça vous permet de ne pas faire attention aux petits seuils intraday, mais seulement aux seuils 4 heures et journaliers, qui sont des seuils d'importance. Et ça permet aussi de voir ce qui s'est passé sur les semaines précédant la statistique. Ça vous donne donc une meilleure vision de la chose. On va donc justement passer sur la plateforme de CMC Markets. On a ici des graphiques en données 4 heures. Je vais vous les ouvrir un par un, qu'on puisse regarder de quoi on parle ensemble. Donc le premier graphique, c'est le graphique du S&P 500. Donc vous pouvez voir que depuis à peu près 2 mois maintenant, depuis la fin de l'été, le S&P 500 est dans une consolidation baissière. Alors attention, il faut savoir prendre du recul sur la situation. Si vous regardez un graphique hebdomadaire, on a une tendance haussière de fond, on a un range depuis à peu près 1 an et demi, on était allé peut-être un peu haut, un peu vite cet été, et puis on s'est normalisé, on est revenu sur des niveaux de prix un peu plus légitimes, d'autant plus que les opérateurs sont stressés en vue des élections de la semaine prochaine. Donc pour moi, la baisse en cours depuis une semaine n'est qu'une frayeur pré-élection. Si Donald Trump passe et que ces frayeurs se confirment et que l'on accélère sous les 2065-2070 points, eh bien c'est qu'on assiste potentiellement à un retournement de marché. Si au contraire, le S&P 500 tient cette zone d'ici la fin de la semaine et en début de semaine prochaine, et que c'est Hillary Clinton qui passe et qu'on repart à la hausse, alors cette correction baissière depuis une semaine ne sera considérée que comme un épisode de stress avant que les marchés retrouvent une certaine lucidité, mais surtout une certaine visibilité. C'est ça dont manquent les investisseurs à court terme. Si vous voyez les indices boursiers en Europe et aux États-Unis baisser depuis à peu près une semaine, c'est pas parce que c'est la fin du monde, c'est pas parce que les entreprises font des mauvais résultats, au contraire ils sont très bons, c'est tout simplement parce que les marchés s'ajustent à un risque électif de Trump. Ici au milieu vous avez le CAC 40. Donc qu'est-ce que vous pouvez voir d'un coup d'œil rapide sur le CAC 40 sur les 3 derniers mois? Eh bien, vous ne voyez rien, justement. Vous voyez un grand range entre 4300 points et 4580 points. Donc, on était monté ici au mois d'octobre peut-être un peu haut, un peu vite, on s'était calé sur les 4500 points, on s'est fait des frayeurs voyant Trump remonter dans les sondages en début de semaine, on s'est donc ajusté au risque Trump et on est passé de la zone des 4550 à la zone des 4350. Et vous voyez qu'on a encore un peu de potentiel vers 4340, voire 4300, avant de parler de cassure d'importance. Suite au Brexit, le marché s'est repris, il est allé faire des nouveaux records début septembre, et depuis, on est dans un large range. Ici, on se fait des frayeurs avant les élections. On verra si les opérateurs, suite au NFP, enfoncent les supports pour aller chercher les suivants ou réagissent positivement. Et ensuite, bien évidemment, la sortie de ce carcan à moyen terme qui bloque les cours, eh bien, ce sera l'élection qui donnera le feu vert pour une sortie à la hausse ou à la baisse. Espérons-le. Donc voilà, le graphique du milieu en haut, c'est le CAC 40. Ici à droite, vous avez l'USD Yen. Donc l'USD Yen s'était repris à la fin septembre, début octobre. Il avait suivi les indices à la hausse. Et puis étant donné l'aversion au risque qui est due à Trump, on a donc l'USD Yen qui est redescendu ici sur la zone des 102,80, 103. Si le chiffre est très bon, le dollar pourrait être recherché, l'USD Yen pourrait partir à la hausse. Si au contraire le chiffre est très mauvais et qu'on casse le support, on pourrait accélérer à la baisse, le dollar serait toujours sous pression. Donc l'USD Yen d'un coup d'œil rapide nous dira si les opérateurs achètent du dollar ou le délaissent. Le graphique ici en bas à gauche, c'est le pétrole. Donc le pétrole, il est monté à la fin septembre et tout le mois d'octobre, tout simplement parce qu'on spéculait sur un accord de gel de production des pays producteurs. Et comme je vous l'avais expliqué à de nombreuses reprises, ce gel n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu d'accord de producteurs et on est donc redescendu tout aussi sec. Sauf que on arrive désormais dans des zones clés, c'est un peu comme sur les indices boursiers,
l'équivalent sur le CAC 40, en gros, si vous voulez, on a les 4340 points, ça équivaut au support des 44 dollars sur le pétrole, et en dessous, on a les 42,70, un énorme support de moyen terme, ça correspond aux 4300 points sur le CAC 40. Donc voilà, le pétrole baisse, tout comme les indices, mais d'après moi, on devrait arriver rapidement sur des zones de prix sur lesquelles on pourrait voir les acheteurs de nouveau sortir du bois. Ensuite, ici au milieu, on a l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, ça n'a pas beaucoup changé ces dernières séances. L'euro-dollar était plutôt baissier donc fin août et puis au mois de septembre, jusqu'à la mi-octobre. Parce que depuis la mi-octobre, eh bien, on a des craintes sur des hausses de taux, on a des craintes sur Trump, on a des craintes sur les marchés. Vous avez vu les indices et le dollar partir à la baisse et vous avez vu l'euro-dollar repartir à la hausse. L'euro-dollar a atteint les 1,1120, une résistance clé. Ce sont les plus bas de la fin août et du mois de septembre. Donc là, le mouvement haussier qu'on a eu ces dernières séances, c'était un rebond technique. On s'est calé sous les 1,1120 le soir de la fête, donc mercredi soir, on a fait une émission ensemble, je vous ai indiqué que c'était une résistance. Le lendemain, on est retourné dessus, je vous ai réindiqué le fait que c'était une résistance. De nouveau, on est posé dessous. Si le dollar est délaissé et que l'euro casse les 1,1120, c'est un signal haussier potentiellement pour viser les 1,12. Si au contraire le dollar est recherché, que l'euro échoue pour de bon sous les 1,1120, eh bien il pourrait revenir vers les 1,10. Et c'est exactement la même chose sur l'or. L'or ici en bas à droite. Depuis une semaine, on a un regain d'intérêt pour l'or. L'or est haussier donc sur les dernières séances. On a touché la zone des 1305 dollars, on y a reflué une fois, deux fois, nous voilà une troisième fois dessous. Donc si le NFP est inférieur aux attentes et qu'il fait baisser le dollar, l'or pourrait partir à la hausse et tenter de casser sa résistance et d'accélérer. Même chose sur le graphique de l'euro-dollar. Au contraire, si le NFP est bon, s'il sort en ligne avec les attentes, voire supérieur avec les attentes, on pourrait enfin avoir un regain d'intérêt sur le dollar américain et donc avoir une baisse sur l'euro et sur l'or. Le chiffre va tomber dans 6 secondes. Donc on va regarder ça attentivement. Encore une fois, c'est une émission qui a pour but de surveiller ce qu'il se passe sur les marchés, de vous décrire ce qu'il se passe. Donc là, on a un taux de chômage qui est en ligne avec les attentes à 4,9%. Et on a un chiffre du NFP qui est correct. Alors qu'est-ce qu'un chiffre du NFP correct ? Eh bien c'est un chiffre qui est certes inférieur aux attentes, c'est-à-dire 161 000 créations d'emplois au lieu des 175 000 que l'on attendait, mais c'est un chiffre qui est bon. C'est un chiffre qui est supérieur à 150 000 créations d'emplois et c'est un chiffre qui est également supérieur au chiffre précédent de 150 000 créations d'emplois. Donc on peut considérer que c'est un chiffre correct. Parce que ce chiffre est correct, eh bien, il plaide pour le scénario d'une hausse de taux en fin d'année. Et qui dit plaider pour le scénario de hausse de taux au mois de décembre dit que le dollar pourrait être un minimum recherché. Or, c'est ce qu'on peut constater sur l'euro-dollar. On était sous les 1,1120 et on échoue sous cette borne pour le moment. Sur l'or, on était sous les 1305 dollars et ça ne passe pas pour le moment. Donc a priori à très court terme, le dollar n'est pas très recherché, mais au moins il est solide. Et on peut le constater via l'USD Yen, puisque l'USD Yen est posé sur les 103 yens et qu'il est relativement stable. Après, concernant les indices boursiers, le fait qu'on ait plus de 160 000 créations d'emplois, c'est une bonne chose, mais ça ne nous aide pas beaucoup. En effet, on va avoir tout de même les élections mardi prochain. Concernant la hausse des salaires, elle est de 0,4%. C'est-à-dire que la hausse des salaires est ressortie supérieure aux attentes. Or, le fait que le chiffre d'une part soit bon, soit correct, même s'il est inférieur au précédent, et qu'en plus de ça, le chiffre soit supérieur au précédent, et qu'en plus de ça, les salaires augmentent plus que prévu, eh bien ça veut dire que l'économie américaine est robuste, c'est bon pour le dollar, ça plaide pour une hausse de taux, et ça plaide même pour une stabilisation des indices sur leur support,
puisque l'économie américaine se porte bien. Donc c'est la raison pour laquelle on voit l'euro et l'or refluer sous résistance à court terme, c'est la raison pour laquelle on voit l'USD-Yen rester stable, et c'est la raison pour laquelle on voit le CAC et le DAX, le CAC et le SP500 se stabiliser. Alors, je ne m'attends pas forcément à une explosion des indices boursiers à la hausse, puisqu'on est vendredi et que mardi, il y a les élections américaines. Mais avec ce chiffre-là, au moins, je pense qu'on évitera de se faire peur. Se faire peur, ce serait perdre 1 ou 2% sur le S&P, ce serait casser les 4370 sur le CAC et aller se faire peur sur 4340 ou en dessous. Si le NFP avait été très mauvais et que ça avait fait chuter les indices, là, ça aurait commencé à devenir très tendu. Tout ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que ce chiffre semble ravir les investisseurs. Ça permet aux indices de se stabiliser. Concernant l'or et l'euro, ça fait 3 jours que je vous dis qu'on est sous résistance. Les résistances n'ont pas été dépassées avec la publication de ce chiffre. Elles pourraient donc rester d'importance et on pourrait donc voir des consolidations se mettre en place sous ce seuil. Alors j'ai Richard qui me dit, en données hebdomadaires, on a une divergence haussière cachée sur l'or. Alors Richard, je suis d'accord avec vous, on a vu des divergences être à l'œuvre sur l'or ces dernières séances. On avait notamment une divergence haussière en journalier qui a permis au cours de passer de 1250 à 1305 $. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les éléments nécessaires sur l'or pour pouvoir casser des résistances clés et redémarrer une vraie tendance de fond à la hausse. Pour que l'or puisse casser les 1310 et accélérer fortement, il faudrait soit que le dollar s'effondre, soit que Trump soit élu. Bonjour Nicolas, Patrick me dit sur le non-farm, peut-on avoir une influence, le S&P et le dollar, si c'est bon, et gold, si c'est mauvais. Donc vous l'aurez compris Patrick, un bon NFP c'est un chiffre qui est bon pour les indices parce qu'on se stabilise. Un bon NFP avec une hausse des salaires, ça engendre un petit reflux sur l'euro-dollar et sur l'or sous des résistances puisque le dollar est un petit peu recherché. D'ailleurs, on peut regarder le dollar ensemble. On va regarder les graphiques journaliers. Comme ça, je vais vous montrer. Si vous avez envie de me poser des questions sur certains actifs, c'est maintenant. Parce que, étant donné la volatilité très faible suite à la publication de ce chiffre, notre émission ne va pas durer des heures. Donc déjà, concernant le CAC 40, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est revenu sur la zone basse du range de moyen terme. On a les 4370, les plus bas du mois de septembre, sur lesquels on est posé. Un point positif, ce serait de regagner la MM200 jours à 4385 points en cours de clôture. Au contraire, si on enfonce les supports et qu'on va chercher plus bas, le prochain support clé, c'est les 4340. Concernant le dollar américain, donc je voulais vous montrer le graphique journalier du dollar américain. Le voici. Donc le dollar américain, il est monté à la fin septembre et tout le mois d'octobre. Et puis fin octobre, à cause du risque Trump, tout comme sur les indices, on est redescendu. On a retracé 50% de la hausse du dollar américain pour venir se poser sur support. On y a réagi hier, on y réagit encore ce jour. On a un bon NFP, mais pas non plus un NFP qui permet au dollar d'être particulièrement recherché. Donc on pourrait se stabiliser dans la zone actuelle de prix en attendant tout simplement les élections. Voilà. Alors Patrick me dit qu'il short en scalp l'or sous les 1300. Donc personnellement, moi, la résistance clé que j'ai, c'est les 1310 $. Les 1305, 1310. Donc les 1305 $, c'est les plus bas de la fin août et du mois de septembre. Vous voyez donc on avait donné un signal baissier, on est revenu à la hausse se poser sous résistance, puisque depuis une semaine, on a de l'aversion au risque, ça soutient l'or, et puis on a un dollar sous pression, ça soutient l'or également. Et après les élections, si Trump passe, théoriquement, c'est de la peur et donc une cassure à la hausse. Si Hillary Clinton passe, a priori, les marchés, le dollar devrait se stabiliser et l'or pourrait alors retomber. Bien évidemment, je ne fais pas de pari sur cette élection. On se souvient tous du Brexit cette année, donc on attendra bien sagement les résultats finaux des élections.
Alors Loïc me dit le pétrole plonge. Alors il plonge pas beaucoup plus aujourd'hui que les autres séances. Le pétrole plonge depuis à peu près 15 jours. Il plonge à cause des spéculations qui sont retombées concernant un accord des producteurs, et il plonge aussi parce que il y a de l'aversion au risque, et aussi parce que les stocks de pétrole étaient très élevés. Donc là, vous pouvez voir que le pétrole il est passé de 51,50 à 44 dollars. On a perdu donc à peu près 12-13%. Et vous pouvez voir qu'à moyen terme, on est dans un grand range sur le pétrole. Or, pour moi, plus le pétrole baisse, plus le pétrole revient vers les 42,50, 43 dollars, plus il approche d'une grosse zone de support. Voilà. Donc voilà, grosse zone de support en approche sur le pétrole. Je le surveille, pour l'instant il est baissier. Tous les jours on chute, je le laisse descendre gentiment, et quand on arrivera sur support, on verra si une réaction prend naissance. Stéphane me parle du jus d'orange et me dit: Nicolas, que pensez-vous du jus d'orange? Il atteint des plus hauts depuis quelques années, va-t-il encore monter pour vous? Alors non, justement Stéphane, je suis plutôt prudent sur la hausse désormais, parce qu'en 2010-2011 on a eu une forte hausse du jus d'orange. En 2012 on s'est cassé la figure, il a perdu 50%. Et puis ensuite, entre 2012 et 2016, on était dans un large range. On est sorti de ce range à la hausse ultra violemment. Il y a 50% de hausse qui ont suivi cette sortie de range. Ce qui explique que le jus d'orange soit autant monté ces dernières semaines, c'est qu'il y a eu une maladie dans les plants de jus d'orange au Brésil, et donc la récolte pourrait être mauvaise. Donc c'est ça qui explique cette forte hausse des cours. Par contre, ce que l'on peut constater maintenant, c'est que entre le début de l'année et les cours actuels, on a gagné 100%. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a atteint les plus hauts historiques qui correspondent aux plus hauts de 2011, ici dans la zone des 227-230. Donc je me demande si le potentiel haussier n'est tout simplement pas épuisé. Nous avons eu une tendance haussière forte. Techniquement parlant et fondamentalement parlant, elle était soutenue. Ne serait-ce que ces dernières semaines, on a gagné 20% très rapidement. On est arrivé sous résistance, sous les plus hauts historiques. Si on casse en force les plus hauts historiques, eh bien on pourrait de nouveau avoir une jambe haussière qui naîtrait. Par contre, vous pouvez voir qu'on a échoué pile poil sous les plus hauts historiques avant-hier. On a reflué hier. Donc on verra ce qui se passe dans les prochaines séances. Mais si les cours du jus d'orange n'arrivent pas à dépasser la résistance de moyen terme, on pourrait tout aussi bien assister à une correction des cours. Jean-Marie me dit: l'euro-dollar a-t-il un support journalier à 1,1080? Va-t-il lâcher? Alors l'euro-dollar n'a pas de support journalier à 1,1080, mon cher Jean-Marie. En effet, quand vous regardez l'euro-dollar en données journalières, il y a un support à 1,0950. C'était une ancienne résistance devenue support. Et il y a un support à 1,1050. On est venu prendre appui sur les indices 50 avant-hier pour aller chercher la résistance. On a échoué sous la résistance hier, on est revenu vers le support à indice 60. Donc le vrai support pour moi, à court terme, c'est un support à indice 50, indice 60. Donc on a une résistance à 1,1120, on a un support à indice 60. Tant qu'on est entre les deux, c'est très neutre. Si on casse les 1,1120, on pourrait aller chercher les 1,12 voire plus. Si on casse les 1,1060, on pourrait se retourner à la baisse. Pour le moment, on n'a pas de catalyseur qui nous permet de sortir de ce carcan. On est coincé entre ces deux bornes. À 1,1080, je ne vois pas de seuil intermédiaire. Le seuil support, pour moi, il est à 1,1060. Et à la question, l'euro-dollar peut-il venir chercher ce support à 1,1060? Ma réponse est oui, bien évidemment. On est dans un petit range. Le dollar s'est stabilisé, le NFP est correct, la hausse des salaires est supérieure aux attentes. Donc il est légitime de voir le dollar rester stable et de voir l'euro consolider un petit peu. Après, vous voyez bien que après le beau chemin parcouru par l'euro, il est quand même totalement légitime qu'il consolide un petit peu sous cette résistance. Alors JBM me dit: pouvez-vous me dire pourquoi le CAC est monté et le DAX est descendu?
Alors écoutez, je serais très étonné par cela, mais on peut regarder ça ensemble. Donc on va regarder ensemble le CAC sur les 15 en 15 minutes sur la dernière demi-heure. Donc le CAC à la publication du chiffre, on avait fait un point bas à 4365, on est remonté de 10 points, on s'est stabilisé. Voyons ce qui s'est passé sur le DAX. À peu près la même chose. La stat est sortie à 13h15 et on est monté un petit peu. Donc il n'y a absolument pas de différence entre le CAC et le DAX. Le DAX a fait son point bas vers 11h, le CAC l'a fait vers 13h30, vers 13h. Depuis, le DAX monte et le CAC monte aussi. Donc il n'y a absolument pas de différence entre le CAC et le DAX, si ce n'est que le CAC a mis un peu plus longtemps avant de rebondir alors que le DAX avait commencé à 11h. Le CAC et le DAX depuis une semaine restent très corrélés. Paul me dit l'emploi US octobre plus bon pour les démocrates, 160 000 créations, un peu moins qu'attendu, mais une hausse des salaires de 2,8% sur un an. Oui, donc Paul, c'est des bons chiffres. Loïc me dit l'euro-dollar, à quand la parité promise? Alors Loïc, je sais que vous me suivez, je sais que vous suivez mes émissions et qu'on s'est déjà croisé dans des salons, me semble-t-il. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, visé la parité sur l'euro-dollar. Depuis que l'euro-dollar s'est cassé la figure de 1,40 à 1,05 en mars 2015, depuis, je n'ai jamais été baissier à moyen long terme sur l'euro-dollar. J'ai toujours eu un biais fondamental plutôt haussier. Et ça m'a permis à chaque fois d'anticiper des périodes de remontée de 1,05 à 1,15. Et on est dans un grand range entre 1,05 et 1,15 sur l'euro. Pour que l'euro casse les 1,08 et aille vers les 1,05, voire la parité, il faudrait que le quantitative easing européen soit très fort. Or, suite au dernier discours de Mario Draghi, on sait que le quantitative easing européen va peut-être être allongé en temps, mais pas en montant. Et quant aux taux américains, on sait qu'ils vont être montés en fin d'année, mais pas forcément plus après. C'est la raison pour laquelle le dollar américain a été soutenu, mais n'a pas non plus un potentiel haussier énorme. Donc, à vous dire vrai, si vous me posez la question à titre personnel, est-ce que vous voyez l'euro venir plutôt à la parité ou plutôt à 1,20 ? J'aurais plutôt une tendance pour les 1,20. Alors JB me dit c'est plus flagrant quand vous regardez le 440 et le DAX en une minute. Alors vous m'excuserez JB, mais pour moi le CAC 40 1 minute et le DAX 1 minute ne veulent absolument rien dire. Le 1 minute, le 5 minutes et même le 15 minutes sont des unités de temps qui ne veulent rien dire sur les indices ni sur les monnaies. C'est ce qu'on appelle du bruit de marché. Il suffit qu'un opérateur comme vous passiez un ordre de vente de 20 CAC au moment des chiffres alors qu'il n'y a plus de liquidité dans le marché pour faire baisser le CAC alors que le CAC monte, alors que le DAX monte. J'essaie de vous dire par là qu'il suffit qu'à un moment donné, il y ait n'importe quelle grande banque qui lâche une position sur les marchés pour que le CAC baisse et que le DAX, lui, soit stable ou monte. C'est ce qu'on appelle les aléas des marchés financiers. Le CAC et le DAX ne sont pas censés être complètement corrélés en données une minute. Paul me dit, l'euro-dollar peut-il aller au-dessus des 1,20 en 2017 si récession mondiale? Bien évidemment Paul, s'il y a de l'aversion au risque, si le dollar se casse la figure, alors l'euro-dollar s'il dépassait les 1,15, 1,17 pour aller chercher les 1,20, voire 1,25, voire 1,30. Alors, Well me dit, salut Nicolas, l'USD CAD casse-t-il une résistance à 1,3430 ou peut-il encore monter? Donc on va regarder ensemble l'USD CAD. L'USD CAD, il est plutôt recherché ces dernières séances. Pourquoi est-ce que l'USD CAD monte? Eh bien, parce que le dollar est quand même plutôt fort ces derniers mois et parce qu'en plus, le pétrole a baissé ces dernières semaines. Donc, même quand le dollar consolide depuis une semaine, parce que le pétrole baisse, il fait baisser le CAD et donc l'USD CAD arrive à monter, même avec un dollar sous pression. Donc voilà, l'USD CAD il était coincé dans une figure chartiste, il a réussi à s'en extraire par le haut. Ça reste quand même une paire qui n'est pas très très lisible à court terme. Elle fait beaucoup de bruit, elle fait beaucoup de mèches hautes et basses.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début septembre, on est dans une belle tendance haussière. Depuis ici, la mi-octobre, on est dans une belle tendance haussière de court terme. Tant qu'on est au-dessus des plus bas, ici à 1,33, 50, 60, les plus bas des dernières séances, la tendance est haussière. À très court terme, on avait les 1,34, 30 à casser, on est en train de le faire. Tant que le dollar sera stable, voire haussier, et que le pétrole est sous pression, l'USD CAD aura vocation à grimper. Ce n'est qu'une forte baisse du dollar américain ou une forte hausse du pétrole qui pourrait changer la donne. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on vient de faire une demi-heure ensemble. Les chiffres du NFP sont tombés en ligne avec les attentes approximativement. Le chiffre est un petit peu inférieur aux attentes, mais il est quand même supérieur à 150 000. C'est quand même donc un bon chiffre. En plus, les salaires ont augmenté de 0,4 et non pas de 0,3%. Donc très belle hausse des salaires. Donc voilà, c'est un bon chiffre pour le dollar et un bon chiffre pour les indices. Il ne serait donc pas étonnant de voir le CAC 40 tenter d'essayer de tenir sa moyenne mobile à 200 jours en fin de séance, en fin de semaine, ce qui serait plutôt positif en vue des élections de début de semaine prochaine. Quant à l'or et à l'euro-dollar, oui, c'est aussi à court terme. Oui, si Donald Trump passe, l'euro et l'or pourraient s'envoler. Par contre, faites bien attention, si c'est Hillary Clinton qui passe, le dollar pourrait retrouver peut-être sa tendance haussière, auquel cas l'euro et l'or pourraient retrouver leur pente baissière, comme ils le sont depuis déjà 3-4 mois. Voilà, sur ce sera tout pour cette émission. Je vais l'enregistrer et la poster sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vais préparer donc le quart d'heure US. Dans le quart d'heure US, on verra ensemble les statistiques et les derniers résultats d'entreprises américains. On verra les derniers développements intraday. Je vous ai également choisi une configuration chartiste intéressante. Donc, j'espère vous retrouver à 15h45. Sinon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous retrouve dès lundi matin sur la matinale à 10h. Passez tous donc une bonne fin de séance, un bon trading, et à très bientôt.